suite à une première expérience qui avait eu lieu l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus, où effectivement une école avait travaillé sur la reconstitution de la vie antique, en faisant de multiples ateliers, en reconstituant une petite légion. Donc elle a poursuivi cette expérience grâce au travail de certains de leurs professeurs et parents. Et donc vous pouvez voir effectivement aujourd'hui des costumes civils. C'est important, on a beaucoup effectivement l'occasion de voir des soldats, qu'ils soient grecs, russes, romains ou gaulois, mais l'aspect civil est tout aussi intéressant et tout aussi important pour connaître la civilisation antique. Alors nous sommes habillés en dames romaines. Donc, nous avons une stola qui est la robe, l'élément de base en fait de la tenue. Nous avons également une palla qui est le voile que l'on mettait par-dessus la tenue. Le tout fermé avec des petites fibules. Alors nous avons en fait voilà, des vêtements qui ont été créés par une archéostyliste, donc qui a cherché à travers les ressources archéologiques, donc les couleurs, les matières. Et nous avons donc des vêtements pour les grands, pour les petits, des vêtements gaulois et des vêtements romains, pour les hommes et pour les femmes. Alors, au plus les couleurs sont intenses, au plus vous êtes riche. Au plus il y a tissu, au plus vous êtes riche. Voilà. Attention, attention, attention. Donc, je vais faire un lassage qui est l'ancêtre du corset, qui va vous aider à vous tenir très droite et vous empêcher de respirer accessoirement. En plus, oui. Voilà, ça affine la silhouette, ça fait des silhouettes magnifiques. En général, les gens sont très intéressés par le galon. Ça leur parle beaucoup, ils le confondent un petit peu avec un métier à tisser des vêtements, mais ils comprennent très très vite le système du tissage. Ils sont surtout très étonnés de voir la complexité du métier à tisser de galonnage, avec la particularité des cartes, avec les 4 trous qu'on assemble dans un sens, dans l'autre. C'est vous qui l'avez refait? Enfin, vous l'avez... En fait, c'est pas toute l'époque. En fait, j'ai trouvé le modèle sur un site, sur un forum d'une excellente troupe viking qui s'appelle Oufé la Gare. C'est bon. Qui s'appelle Oufé la Gare. Et en fait, ils ont reconstruit un métier comme ça à tisser à travers de traces archéologiques. Et ils s'en sont servis. Donc, ils ont mis des plans sur Internet et ça permet donc aux gens voilà, de pouvoir en faire un chez soi. Alors, le système de galonnage est assez simple. Donc ça consiste à faire passer des fils de couleur à travers des tablettes en bois qui contiennent 4 trous. Ces trous sont numérotés, donc A, B, C, D. Et en fonction de la façon dont on place les fils et de la couleur du fil que l'on met, on obtient un motif. Donc ici, les fils que j'ai détachés correspondent à ce galon-là. Donc vous voyez que sur le côté, le bord il est marron. Donc tous mes fils sont marrons. Là, le motif, c'est 3 rouges et un blanc. Donc, les fils que j'ai assemblés, c'est 3 fils rouges et un fil blanc. Donc, le principe est assez simple. On les rassemble tous ensemble comme ceci. Et on fait passer un fil au centre. On voit donc là par transparence. Qu'on appelle la navette. Et c'est le fil lieur qui va assembler tous les fils qui étaient mis d'une certaine façon et qui va donner le motif. Tout simplement. La laine qui est foulée, voilà. Foulée, parce que la laine, En fait, elle est maltraitée. On la maltraite. comment la machine à laver quand on met trop chaud. C'est un cheval. Ça, ces fils-là, il y a de la caille, c'est pas lisse comme là, c'est plein d'écailles. Et quand ça s'accroche dans l'eau et à la chaleur, ça s'accroche. Et à force de fouler, à pieds nus, dans un bocal, dans un baquet, voilà. Ça prend quand même pas mal. Moi, ça revient ça. Tu fais le tour. Fais attention à tes doigts surtout. Hein. Ça va la puce? Ça va? Ouais, ça fait mal. Les peignes. Alors ça, ce sont les peignes donc, qui Qu'on servent gardait dans à la- se peigner et aussi à se mettre dans les cheveux. Ah, ouais. Avec des peines décoratives. Voilà. D'accord. Là, ce sont donc les différentes fibules.
Et c'est vrai qu'une fois, moi j'en ai porté une comme ça sur une robe, et bon, c'est vrai qu'il fallait pas la mettre n'importe comment, c'est vrai que ça pique. Donc ça c'est la fibule actuelle quoi. Là il y a des épingles de nourrice. D'accord. Donc à l'origine c'est l'homme de la préhistoire, enfin de l'âge du bronze, utilisait des grandes épingles pour tenir les vêtements. Il les faisait lui-même. Voilà, des grandes épingles comme celles que vous avez là. Et avec quoi comme matière? Du bronze, à l'époque, c'était ce qu'on appelait l'âge du bronze, hein, donc effectivement. Mais le problème de ce grand genre, ce type d'épingle, ça pique. Et puis après, quand on se penche, ça tombe. Ah oui. Donc un jour, je pense qu'une femme a dû se mettre dans une colère terrible. Elle a pris son épingle en bronze et elle l'a pliée pour pas que ça tombe. Et ça a donné la première fibule. Donc qui était simplement une épingle courbée, quoi. Hein. Effectivement, on a retrouvé des épingles courbées comme ça. Ouais. Et pour donner un peu plus de flexibilité, on va faire une petite spire comme ça. Donc ça va donner de la flexibilité. Donc je suis le petit forgeron. Alors, vous voyez, il fait des petites choses. Par exemple, là vous avez un nécessaire de toilette gaulois avec le rasoir. Normalement il y a le miroir en bronze, il y a le rasoir, je ne l'utilise pas. Il y a un peigne, ça par contre ça m'arrive de l'utiliser, en os ou en corne. Et là vous avez le petit nécessaire de toilette. Alors il faut savoir que les Gaulois sont les inventeurs du savon, hein, avec la saponnaire, la jeune fille là-bas elle le fait. Vous avez la petite pince à épiler, le cure-oreille, c'est pas pour curer les dents, c'est le coupe-ongle. Ah, c'est le coupe-ongle. Ouais, ils sont assez soigneux de leur personne. Tu veux que je te fabrique un petit bijou rapidement? Oui. Et ils n'avaient pas besoin d'utiliser le feu pour faire si, normalement je dois utiliser le feu. Mais bon, ici c'est pas pratique. Parce que normalement, je dois chauffer le métal pour pouvoir le travailler. C'est beaucoup plus facile. Travail, j'ai fait ça. Et maintenant tu sais ça. Et regardez. Ah ouais, non, tu me donnes pas. C'est quoi? Un truc qui va Donc c'est une histoire que je pense que tout le monde connaît. Hannibal, le général qui est venu avec ses éléphants en traversant l'Espagne. Je suis passionné d'archéologie depuis l'âge de 14 ans et d'ailleurs j'ai raté ma vocation parce que je pense que j'aurais fait archéologue. Mais donc moi je suis plus technicien du bronze et les archéologues sont scientifiques. Donc ce qui fait que des fois on travaille avec eux, ils nous proposent des choses et on essaye de refaire on essaye de refaire l'objet avec les mêmes conditions de l'époque. Regarde ça, Aimé. Regarde. Regarde ce morceau-là, comme il est beau. Tu sais comment il a fait? Il a commencé par faire un moule. En pierre, un vrai moule. Un superbe moule. Et à la place de ça, il a coulé de la cire. La cire, comme on voit ici. Il a sorti son objet en cire, tout beau, le même que le bijou, le même bijou que celui qu'il voulait faire en bronze. Ce beau bijou en cire, il l'a mis dans de la terre. D'accord? La terre, après ça, il l'a fait cuire. Il fait chauffer très fort pour faire fondre le bijou en cire. Le bijou en cire va disparaître, s'évaporer, couler. Tu vois, il y a là-bas. Il le fait couler dans de l'eau. Plus tard, il va faire couler du bronze dedans. Le bronze va devenir un objet, un bijou en bronze, à l'intérieur de la terre. Il va casser la terre et il récupérera son bijou. Là encore une fois, des nombreuses recherches sur les textes, sur les bas-reliefs, sur les fresques antiques. Parader ensemble, qui fonctionnent régulièrement ensemble d'ailleurs. La plupart sont françaises, mais vous oubliez tous... Là, c'est la poignée d'une épée. Voilà la poignée d'épée. Elle était en cire au départ. Alors chez les Ferradis, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est cette enseigne qu'on appelle un... Bon, bien sûr, il faut enlever le jet de poulet, il faut travailler, il y a un petit peu de travail de finition. Mais elle est relativement sympa. Elle est bien venue, elle est bien réussie. Et qui donne, je dirais, une stature impressionnante. Une fois à manger, ça va donner ceci. Voilà. Voilà le résultat une fois fini. Seigneuresses qui nous viennent d'Espagne.
Là aussi J'ai fait un stage de métallurgie chez un forgeron formidable. Il nous a montré comment transformer un minerai de fer en fer. Dans la semaine, on est allé chercher notre argile pour construire le fourneau. On a cherché le minerai qu'on a broyé. On a une sorte de poudre de minerai de fer qu'on a introduit dans le fourneau avec le charbon de bois qu'on a fabriqué nous-mêmes dans un meule. C'est du charbon de bois de l'épicéa. Ça marche très très bien. Et le fer, quand la poussière descend dans le fourneau, commence à se souder, les particules commencent à se souder entre elles, ça devient en plus dense. Et dans le fond, on a une sorte de masse de métal qui s'appelle une loupe qu'il faut travailler encore. C'est très long. Oui, parce que pour en faire une barre de fer ou quelque chose qui peut aller sur l'enclume, il faut que ça devienne encore... C'est un procédé de soudure. C'est du cinglage. On sort tout ce qui est trou, tout ce qui est air, tout ce qui est impur, pour terminer avec une barre de métal homogène qui peut avoir cette forme. Dans le contenant, cette forme, c'est pas du métal, c'est du bois, c'est montre la forme. Dans les deux cas, on a commencé à travailler le bas, on a commencé d'étirer un peu, on a commencé à former ça un peu. C'est pour montrer à l'acheteur potentiel que la matière est de bonne qualité. Ah, je souffle. Ah oui, je souffle, oui. Je souffle. Tout à fait. C'est pour alimenter le feu. Du métal liquide. Il a chauffé tellement fort qu'il est devenu liquide. En fait, un mélange environ. Regarde, un petit bouffadou. Un petit mini bouffadou. Toi? Oui, c'est du marteau. Enlève tes mains, s'il te plaît. Il pèse combien votre parfum? Je sais pas. L'air léger. Très léger. Attention, pas, les enfants, oui, attention. Monsieur, je veux bien, mais là... Là, c'est quoi? C'est quoi, c'est chaud? Ah, c'est froid? Non. C'est très très chaud. Attention, c'est très chaud. Ouais, c'est quoi? Un moule en calcaire, ça va me donner le diamètre et l'épaisseur de la pièce. Voilà. Vous m'avez vu souffler dessus, c'est pour figer la pièce, ce qu'on appelle figer la pièce. C'est-à-dire que c'est encore très très chaud à l'intérieur et froid à la surface. Tout se fait au son. Vous m'avez vu frapper dessus, voilà, donc c'est au son. Et quand c'est prêt, je peux frapper monnaie avec les coins. Les coins ciselés au motif des pièces gauloises. Donc les Gaulois ont copié les premières pièces de monnaie qui ont été ramenées par les mercenaires celtes, qui étaient à la solde de Philippe II de Macédoine. Et à un moment donné, il les a payés avec des monnaies, donc ils ont ramené les monnaies avec eux. Et donc les toutes premières pièces gauloises, c'est des copies conformes de plusieurs modèles, dont notamment les pièces de Philippe II de Macédoine.
bien que tu arrêtes juste pendant que je les monte. En fait, la production de perles a commencé 3 millénaires avant Jésus-Christ. C'est très vieux. Et ça continue encore aujourd'hui, parce que ça se vend toujours, les perles de verre, dans les boutiques de mode. Et là, on attise la flamme au plus proche pour pouvoir souder le plus facilement possible. Donc ça, les techniques de soudure ont bien évolué parce que là, on devait mettre vraiment beaucoup de temps pour le faire, alors qu'avec un chalumeau maintenant, on a beaucoup moins de difficultés. Pour ce qui est du perçage des perles, ils avaient une drille qui est en train de me revenir. Donc la drille, c'est l'ancêtre de notre perceuse qui fonctionne comme ceci. Merci jeune homme. Donc voilà. Hop. Justement, on m'a donné à percer. Donc là, vous l'actionnez et la pression que l'on exerce fait tourner la drille. Donc dans un sens et dans l'autre. Et par contre, si vous avez une pierre dure, vous allez mettre du poids avec plusieurs palans. Si par contre vous avez une pierre plus tendre, là vous en enlèverez. On démonte la drille et on enlève palan par palan, tout simplement. Donc là, vu que j'ai une demande, je laisse mes palans. Alors, première chose, d'abord ici, on va vous présenter un artisanat, c'est de la tabletterie. Et l'artisan qui fait de la tabletterie, c'est un tabletier. Donc la tabletterie, c'est tout ce qui est travail de l'os, de la corne, accessoirement de l'ivoire quand on en a, ou du bois de serre. Tous les objets qui sont présentés ici, sauf celui-là, on s'est fait plaisir, sont des reproductions de pièces qui sont dans des musées, qui ont été retrouvées sur des sites archéologiques dans à peu près toute l'Europe, et qui représentent une période qui commence à moins 400 avant Jésus-Christ, qui se termine à la fin de l'époque antique, en 432. Barrette à cheveux, boucle de ceinture romaine. Alors ça, c'est plutôt dans le gaulois, c'est un bouclier, c'est des pendentifs, donc là on a un bouclier gaulois, une épée, des carnix, qui étaient des armes de guerre. Plus ancien, là c'est un pendentif avec un motif celtique, un cercle fait au compas. Des aiguilles à coudre, alors ça c'est connu depuis le néolithique. Donc là, le dé romain qui a connu un certain succès, puisqu'on s'en sert encore aujourd'hui. Les jetons, alors les jetons c'est pas pour jouer, c'est l'ancêtre de votre carte de piscine. On avait des jetons pour aller au temple, pour aller au bain public, enfin au terme. Il y avait des jetons pour rentrer au cirque ou pour rentrer au théâtre. Plutôt que d'aller avec de l'argent, on a avec des jetons en os. C'est quasiment l'objet le plus banal qu'on trouve sur tous les sites archéologiques. Des bagues, et puis ici, donc, avec les poteries, quoi. Et ici, on trouve donc des peignes en corne. Alors pour faire un peigne en corne, c'est pas dur, on prend une corde, on coupe la pointe parce qu'elle est pleine, on la garde pour faire un manche de couteau en général, et après on fend la partie qui est creuse, et c'est le même matériau que vos ongles. Un bain trop long et les ongles sont mous. Ben là c'est pareil, on la fait bouillir dans de l'eau, pour accélérer un peu le procédé, et après on la met à plat, on la déroule bien, et on la fait sécher sous presse. Alors c'est un peu gluant, ça pue, mais il faut bien attendre qu'elle soit bien séchée, pour qu'elle se recolle bien, autrement elle part en feuille, elle se délamine, il faut qu'elle soit bien comprimée. Et après vous avez une plaque de matière dure, comme celle-ci, et on peut la découper comme on veut pour faire un peigne. Alors ici en fait il est question d'une collection qui tente de restituer en fait la musique de l'Antiquité, donc à travers les grands courants de civilisation donc, du passé. Alors bon, certains instruments par exemple sont d'origine égyptienne, il y a beaucoup d'instruments gréco-romains bien sûr, et ces instruments ont été reconstitués en partie par moi-même, en partie par des facteurs, des maîtres luthiers, en fonction de l'iconographie, donc mosaïque, fresques murales, statues bien sûr, art lapidaire. Alors les premiers instruments bien sûr utilisés sont souvent fabriqués dans des matériaux tels que l'os, petite flutine. Alors c'est joli, petit sifflet, petite flûte. Alors fabriqués dans des os par exemple, des os d'échassier, donc à cause de la longueur des os bien sûr. L'os d'âne était utilisé, l'os de cervidé. Fonctionnel. Merci. C'est des outils qui vous rappellent quelque chose qu'on fait avec les sculpteurs.
Voilà, c'est tout ce qui est... L'outillage est très simple, quoi. Mais avec tout ça, on fait tout. Hein. On fait autant de la grosse taille que l'ornementation, des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus travaillées. Quoi, le marteau et le burin? Alors, on va dire que pour le dégrossi, ça va être le taillant et le pic. Ça va être les deux outils-là. Une fois que les pierres elles viennent de la carrière, qu'elles ressemblent un peu à des cailloux, quoi, en gros, il faut les tailler, les mettre aux dimensions que tu veux. Et tout ça, tu vas le faire avec ça, tu vas prendre un temps fou. Et après, pour faire la forme, faire des moulures, tu vas utiliser les gouges et puis les ciseaux plats. Les gouges, c'est pour faire des espèces de creux. Ouais, c'est pour faire des cannelures, par exemple, tu sais, dans les colonnes. Tout autour des colonnes, tu as des cannelures. Là, tu vas utiliser ça. Mais pour faire une sculpture comme ça, sont bien plus fines. Celle-là, j'ai mis peut-être, on va dire, 6 jours. Coudé 6 jours non-stop en travaillant bien. Ah ouais. Et vous travaillez, oui, que là, c'est un train de bois. Ah non, moi, je connais rien en bois. Alors là, c'est de la céramique commune en général. C'est une céramique qu'on utilise au jour le jour. Et là, c'est vraiment des typologies de service à boire. Soit des verres pour le vin. Il a différentes couleurs. Voilà. Alors souvent, à l'Antiquité, le vin, on le mélangeait avec de l'eau. Alors maintenant, on crierait, ça se fait pas du tout maintenant, de mélanger... Un titre plus élevé que... Voilà, alors c'était un vin qui était beaucoup plus épais et la tradition voulait, quand on était vraiment dans la culture latine et grecque, de mélanger l'eau au vin. Et c'est vrai aussi que les Gaulois produisaient beaucoup de vin. Donc vraiment l'arrivée des Romains en Gaule a permis de lancer la production de la vigne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui essaie d'utiliser des procédés antiques de fabrication. Par exemple, le tour au bâton, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, les potiers antiques ne connaissaient pas le tour à pied. C'est une invention relativement récente. C'est à l'époque médiévale que ça... en France, ça arrive même avec la Renaissance, uniquement le tour à pied. Jusque-là, c'est des roues, des tours au bâton. Donc de montrer ça, il est devenu expert aussi dans les techniques de décoration, notamment les décors à la barbotine, qui sont très difficiles à faire. Il faut voir les scènes de chasse qu'il fait sur ses gobelets. Là, c'est vraiment la qualité des produits romains. Donc c'est intéressant de savoir comment on arrive à maîtriser tous ces aspects-là. Il y a un décor qui s'appelle le guillochage, c'est une lame vibrante. Et qui va donner des petites plages hachurées. On va le laisser sécher un petit peu, on en prend un autre. Donc, si j'avais fait par exemple des décors figurés avec ce vernis-là, j'aurais des décors en noir sur un fond clair, ce qu'on appelle les céramiques grecques à figure noire. Et si à l'inverse, j'avais fait un réservé, c'est-à-dire que j'ai fait uniquement la silhouette en clair, en vernissant tout le fond du pot, j'aurais obtenu des figures rouges sur fond noir. Donc lorsque, de manière schématique, le principe donc, était bien connu des potiers antiques, mais les Romains n'ont pas pratiqué ça pour faire des décors. Ils ont simplement fait des céramiques à vernis noir, bon, sauf à l'époque où ils ont mis à avoir un goût ils ont pris le goût pour des vernis rouges, et donc là ils ont inventé des fours à tubulure, comme celui, bon, c'est vraiment une maquette, ça, on pourrait dire. C'est-à-dire que les vases n'ont plus de contact avec les flammes, donc l'atmosphère est oxydante du début jusqu'à la fin. Et même si le vernis vitrifie, comme il vitrifie dans une atmosphère oxydante, il reste rouge, il vitrifie en rouge. Alors que nous, dès que ça vitrifie, ça passe partiellement au noir. Alors en fonction de l'épaisseur, on va obtenir des bruns, bon, il y a différents phénomènes, des coups de feu, mais globalement, si ça vitrifie, ça devient noir, ça ne reste pas uniformément rouge. On n'arrive pas à faire du uniformément rouge dès le moment où on monte un peu en température. Ah non, ils ont quand même foncé un peu. Disons, l'intérêt, là, c'est on fait d'une pierre deux coups, puisque nous, on fait nos expérimentations. Ça permet quand même au public de découvrir des tas de choses qu'ils ignorent, justement, comme les fours à bois, avant c'était classique, tout le monde connaissait ça. Aujourd'hui,
Les potiers qui cuisent encore au bois, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Beaucoup de gens imaginent encore que cuire des pots, c'est comme cuire du pain dans un four. Hein. Ils demandent si on enlève les braises et qu'on met les pots. Bon. Donc ils apprennent quand même des choses sur les techniques anciennes. Voilà, donc ça c'est intéressant. On peut leur faire passer une partie de... On fait aussi de l'archéologie pour transmettre notre savoir aux populations. On ne fait pas ça pour simplement garder pour nous notre savoir. Donc là c'est l'occasion.